le Vietnam et la Côte d'Ivoire. Pourquoi cette comparaison? Parce que le Vietnam, ça fait partie des pays émergents qui s'inscrivent dans la continuité de ce qu'on a appelé le modèle asiatique, qui a commencé avec le Japon, à partir du milieu du 19e siècle, et puis ensuite a été imité, amélioré aussi, parce que ceux qu'on a appelés les quatre dragons, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour, et puis dans une troisième vague par les pays qu'on appelle les tigres, que la Banque mondiale appelle les tigres, et qui en fait sont représentés par les pays d'Asie du Sud-Est. On peut penser à la Malaisie, par exemple, qui est un peu en avance sur les autres, à la Thaïlande, puis ensuite à l'Indonésie, au Vietnam et dans une moindre mesure les Philippines. C'est le pays en fait qui a le plus de difficultés à décoller dans cette région. Et puis bien sûr, appartient à ce modèle l'immense Chine. Mais on ne comparera pas la Chine et la Côte d'Ivoire, si vous voulez bien. En revanche, regardez ce qui se passe pour une économie comme le Vietnam peut être intéressant, d'autant que si on examine, d'après les statistiques de 2023, la performance comparée des deux pays, en fait, l'écart n'est pas si grand que ça. C'est ce qui va frapper. Regardez, superficie, c'est à peu près la même. Et si vous regardez la population, certes, il y a un net avantage pour le Vietnam. C'est donc un marché beaucoup plus grand potentiellement, mais si on regarde le PIB par habitant, l'écart n'est pas si grand, c'est-à-dire que en fait, la Côte d'Ivoire est un pays intermédiaire qui s'apprête à rentrer dans la classe supérieure des pays dits intermédiaires. Donc, on est dans une situation de comparaison, et si vous regardez maintenant le PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat, vous voyez que certes il y a un écart, mais ce n'est pas un écart colossal, d'autant que le taux de croissance de la Côte d'Ivoire est supérieur depuis plusieurs années à celui du Vietnam, qui est pourtant l'un des plus élevés en Asie. Alors, bon, il y a un problème pour les statistiques internationales, c'est l'évaluation du taux de chômage, mais même dans le cas du Vietnam, si on a un chiffre, c'est un chiffre qui ne prend pas en compte le fait que, comme en Côte d'Ivoire, il y a une grande partie de la population qui travaille de manière informelle. Voilà. Donc, en fait, c'est un indicateur dont il faut se garder. Alors après, bon, évidemment, en émissions de CO2, le Vietnam, qui est plus industrialisé, plus lourdement industrialisé, évidemment, émet beaucoup plus de CO2. Et vous l'observez par habitant aussi. Peut-être que d'une certaine manière, le modèle d'industrialisation de la Côte d'Ivoire est plus vertueux que celui du Vietnam. Relativement moins consommateur d'énergie pour les mêmes performances. Et puis, si on regarde le taux d'inflation, on voit que le taux d'inflation de la Côte d'Ivoire est plus faible que celui du Vietnam, qui est pourtant une économie considérée comme très stable en Asie. Voilà. Alors après, il y a la question de l'IDH, l'indice du développement humain, mais vous savez que c'est un indice dont la définition est assez compliquée et qui peut beaucoup varier d'une année sur l'autre. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vous propose maintenant de parler très rapidement du Vietnam, si vous voulez bien mettre en place le PowerPoint.
Alors, je m'excuse, il est en anglais, mais je vais vous parler en français. Passons à la page suivante. Voilà. Je vous l'ai dit tout à fait d'entrée de jeu. En fait, le Vietnam appartient à ce modèle dit asiatique que l'on définit comme le modèle en vol d'oie sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'industrialisation en Asie, elle commence par une industrialisation de produits de base. On produit du riz, on produit du coton et on produit des produits alimentaires. Voilà, en fait, c'est le sucre dans le cas du Vietnam. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le modèle en vol d'oie sauvage. Deuxième diapositive. En général, quand on parle des modèles de croissance, on fait appel à 4 types de modèles. Il y a le modèle célèbre de Rostow du décollage. À la société traditionnelle succède une phase de massif investissement dans les investissements de base. Et puis, une fois qu'on est rentré dans la période de développement soutenable, progressivement, c'est la consommation du pays qui prend le relais de la croissance jusqu'à arriver à la consommation de masse. C'est ce modèle-là. Il y a le modèle de Kuznets qui consiste en ce que la croissance est alimentée par la réallocation de main-d'œuvre, de capitaux, des secteurs à faible productivité vers les secteurs à forte productivité. C'est une chose que connaît, par exemple, la Côte d'Ivoire. Le modèle de Pérou et le modèle de Porter, qui sont fondés sur l'apparition de pôles de croissance dans un pays, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les clusters. Et les pays d'Asie ont beaucoup dû leur développement à la constitution de clusters, c'est-à-dire de pôles de développement autour desquels s'agrègent toutes sortes d'activités complémentaires. Et puis enfin, le dernier modèle, c'est le modèle évolutionniste qui est intéressant pour la Côte d'Ivoire parce que qu'est-ce qu'il essaie de démontrer? C'est qu'en fait, chaque pays doit définir sa voie propre à partir de ses caractéristiques et de l'apprentissage qu'il connaît. Et la Côte d'Ivoire est tout à fait dans ce modèle. Alors, on passe à la diapositive suivante. Voilà, vous avez ici un rappel en fait de l'histoire du Vietnam. Hein. Le Vietnam, c'est un pays qui a été peuplé par les Viets du nord vers le sud. C'est son histoire. Un pays qui est densément peuplé depuis longtemps, mais qui doit sa ressource à en fait deux deltas particulièrement riches, celui du fleuve Rouge dans le nord et le delta du Mékong dans le sud, avec une culture intensive du riz, avec 3 récoltes dans l'année, hein, c'est absolument exceptionnel, et ça a permis de surmonter des difficultés. Alors, c'est un pays qui, par rapport à la Côte d'Ivoire, a une grande différence, c'est que les guerres ont été telles qu'il y a un déséquilibre homme-femme très, très marqué. Et ça explique pourquoi l'emploi féminin est particulièrement développé au Vietnam, parce qu'il manque d'hommes, objectivement. C'est bien sûr en train de changer. Et puis, il y a une influence culturelle qui est commune à toute l'Asie, c'est le système confucéen. Aujourd'hui, le Vietnam est confronté à un terrible challenge, la relation entre trois pouvoirs, l'État, le parti et l'armée. Il ne faut pas oublier que c'est un État communiste encore. Hein. L'évolution du modèle politique et puis les transformations du système économique. On passe à
à la diapositive suivante. Voilà, passer à la diapositive suivante. D'abord, un certain nombre de rapides éléments sur les transformations économiques qui sont inachevées. C'est pour ça qu'il y a une comparaison intéressante avec le Côte d'Ivoire. On est dans un process qui n'est pas terminé, avec la transition vers l'économie de marché, le développement des activités informelles. On a un élément de comparaison, et puis une progressive privatisation du secteur étatique. Dans les régimes communistes, au point de départ, tout appartenait à l'État. La suivante. Alors, le grand problème du Vietnam, ça a été la réunification à l'issue des guerres successives du Vietnam. Voilà. Entre 1954 et 1974, la République démocratique du Vietnam au nord a adopté un modèle socialiste. On passe à la suivante. En 1975, après la guerre du Vietnam, eh bien, le pays connaît une économie de guerre parce que tout était détruit. Hein. Il faut se représenter que tout était détruit. Et à l'époque, l'influence dominante était celle de l'Union soviétique. La différence entre le Vietnam et la Chine, c'est que l'influence soviétique est restée encore forte dans la manière de gérer le parti. Alors, suivons la suivante. La réunification change la situation. En effet, les choses sont simples. La réunification est faite par le Nord au détriment du Sud, mais progressivement, c'est le Sud qui prend le dessus sur le Nord parce que son économie est plus avancée, plus développée. Voilà. Continuons. Alors, cette situation va obliger le Vietnam à adopter une politique du même type que celle que la Chine a adoptée à partir de 1979. Vous savez qu'en 1979 en Chine est arrivé Deng Xiaoping qui a engagé le processus de modernisation et d'ouverture. Eh bien, le Vietnam adopte la même voie à partir du milieu des années 80. En 1986, c'est ce qu'on appelait le Doi Moi. Suivant. Voilà. Le Doi Moi, qui est en fait l'intégration dans un système communiste de l'économie de marché, en encourageant l'initiative individuelle, en rétablissant le business et en abandonnant la trame générale qui était celle du socialisme, en essayant de booster l'économie pour répondre à une inflation terrible. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure, le dong, ça vaut rien du tout. Quand on va au Vietnam, on achète son pain avec un paquet de billets. C'est l'héritage de cette période parce qu'il y a eu une inflation tellement colossale que, en fait, la monnaie ne vaut plus rien, mais ça n'empêche pas que le pays tourne. Et puis voilà la menace de la famine. La suivante. Alors, le Doi Moi, ça a été un succès incontestable parce que les dirigeants du pays, en copiant ce qui s'est fait au Japon, ce qui s'est fait dans les quatre dragons, ont réussi à combiner la planification et le développement de l'économie de marché. D'autre part, ils sont entrés dans l'ASEAN. L'ASEAN, c'est une sorte de marché commun. C'est une organisation régionale moins élaborée que l'Union européenne, mais qui a assez bien réussi son intégration entre
entre les différents marchés. On continue. Alors, la conséquence majeure du doi moi a été le développement des activités privées individuelles, voilà, avec un déclin du rôle économique de l'État. On continue. Simplement, c'est un modèle fragile parce que le Vietnam, contrairement à la Chine, c'est un pays dans lequel il y a encore une pression démographique forte. Et c'est en ce sens que c'est un élément de comparaison intéressant pour la Côte d'Ivoire par rapport à beaucoup d'autres pays de la région, à l'exception de l'Indonésie et des Philippines, qui ont encore un modèle démographique très, très vigoureux. Voilà, on continue. Mais un processus de rénovation s'est mis en place, avec notamment des réformes du système économique, une nouvelle politique visant à favoriser des sociétés anonymes par action, l'introduction de la TVA, etc. Nous continuons. Et puis l'insertion, je l'ai noté tout à fait en bas, dans des réseaux de sous-traitance internationale. Ici, j'ai un portable Samsung. Les portables Samsung, ils sont d'abord fabriqués au Vietnam. Parce que le Vietnam est devenu le principal sous-traitant de la Corée du Sud. Une interconnexion entre les deux nations. Voilà. Et comme vous le voyez, en fait, le Vietnam a réussi, grâce au développement de la sous-traitance, au développement de l'économie privée, à intégrer l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, hein, WTO. Alors, nous continuons. Voilà. Vous avez ici l'indication des progrès réalisés par l'économie vietnamienne. En gros, le Vietnam, depuis le doi moi, augmente chaque année son produit national de 6% par an. C'est-à-dire qu'il est, au point de départ, il est parti plus pauvre que la Côte d'Ivoire, à cause de la guerre du Vietnam. Hein. C'était terrible, la guerre du Vietnam. On continue. Voilà. Alors, ce que on peut observer ici, mais les statistiques plus récentes montreraient les mêmes choses, c'est-à-dire que ce qu'a réussi le Vietnam, c'est à exporter plus qu'il n'importe. Et nous allons voir comment ça s'est produit. Continuons. Alors, c'est une économie qui a réussi, malgré des déséquilibres macroéconomiques qui peuvent toujours se manifester, hein, le problème fiscal, la pression de l'inflation, l'endettement du pays. Le Vietnam est un pays qui est plus endetté à l'extérieur que la Côte d'Ivoire. Il est plus faible que la Côte d'Ivoire sur ce plan-là. En revanche, à partir des années 2010, eh bien, le gouvernement vietnamien s'est engagé dans un profond processus de stabilisation. On passe à la suivante. Voilà. Le taux d'inflation a décru, mais vous avez vu qu'il est encore de 6-5%. C'est-à-dire que le combat contre l'inflation est pour le Vietnam un élément clé de son développement, comme l'endettement de l'État qui est resté à peu près le même aujourd'hui en 2023. Suivant. Aujourd'hui, l'économie vietnamienne est une économie performante, mais très dépendante des matières premières. Au fond, très comparable avec la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'a réussi le Vietnam, ça c'est vraiment cela qu'il est intéressant de comparer à la Côte d'Ivoire, c'est qu'il a réussi à ce que son agriculture devienne très exportatrice.
Et pour faire simple, il y a un exemple qui est très connu, ce sont les crevettes. Pendant longtemps, vous savez, c'était Madagascar qui était le grand exportateur de crevettes. Les Vietnamiens, en introduisant l'aquaculture, une industrialisation de la production de crevettes, ont réussi à s'imposer avec des prix plus bas que Madagascar. Alors, cette agriculture s'est beaucoup développée aussi parce que les Vietnamiens ont développé énormément la filière bio. Un bon exemple, c'est le développement des cafés bio. Ils sont très exportateurs de café bio dans toute l'Asie, aux États-Unis. Mais de ce fait, l'agriculture reste encore un secteur très important de l'activité du Vietnam, mais c'est une activité qui porte l'économie et non pas qui l'affaiblit, ce qui montre bien qu'on peut concevoir un développement qui ne soit pas basé uniquement sur l'industrialisation. Suivant. Voilà. Alors, c'est une agriculture diversifiée. Ça, c'est aussi une des clés. Je sais que ça tient beaucoup à cœur au gouvernement ivoirien d'aller vers une agriculture diversifiée. C'est vraiment une des clés du développement du Vietnam, c'est de vendre une gamme très très variée de produits en profitant des richesses spécifiques des sols vietnamiens, par exemple en valorisant les sols de montagne pour développer le café. Et donc il est devenu un grand exportateur. Alors, pour le riz, c'est normal, hein, c'est un des pays c'est le pays au monde où les rendements sont les plus forts. Et puis également pour le café, hein, c'est le numéro 2 après le Brésil, même si le café vietnamien est pas particulièrement le meilleur, enfin, je me permets de le dire. Parce qu'ils ont misé sur du Robusta et très peu développé l'Arabica. Or, les meilleurs cafés, c'est la base d'Arabica. Alors, la suivante. C'est un pays qui est également très dépendant des minerais et des ressources énergétiques. Voilà. Au point de départ, il produisait beaucoup de charbon et actuellement, il développe la production de pétrole et de gaz. Avec une stratégie qui est en pleine discussion aujourd'hui au Nigeria. Les pays exportateurs doivent se doter de raffineries pour exporter des produits raffinés plutôt que des produits bruts. C'est le projet d'Aliko Dangote au Nigeria qui se heurte à pas mal de difficultés. Voilà. Continuons. Tout de même, l'industrie du Vietnam, contrairement à son agriculture, est peu diversifiée. Parce qu'il y a deux pôles. D'une part, une industrie lourde. Par exemple, le Vietnam, c'est un des 5 plus grands producteurs mondiaux aujourd'hui de ciment. Il y a un pays qui construit énormément, mais le ciment, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et d'autre part, une activité d'assemblage pour le compte des grands groupes internationaux et notamment de Samsung qui fonde en fait son expansion sur la sous-traitance vietnamienne. Continuons. Voilà, alors c'est une économie qui croît rapidement, hein, pratiquement depuis 1986. C'est un des seuls pays avec la Chine qui n'ait pas été victime de la grande crise asiatique de 1997.
Voilà. Et c'est un pays qui est toujours dans un processus de réforme. Continuons. Cette rapide croissance est portée par le développement des exportations. Et du même coup, les exportations permettent d'élever le niveau d'importation. Continuons. Alors, voici une évaluation en 2011 de la position du Vietnam par rapport à ses coûts de production. Aujourd'hui, le Vietnam reste encore nettement en dessous de la Chine, d'où l'intérêt pour un certain nombre de pays occidentaux d'investir au Vietnam pour contrer la Chine. Continuons. Voilà, et cette structure s'est en fait assez peu modifiée. On voit bien que pour les exportations, eh bien, la première cible, ce sont les États-Unis, après le Japon et la Chine. Continuons. Alors, en revanche, les importations viennent d'abord de Chine, de Singapour, du Japon et de la Corée du Sud. On voit que une des clés du développement, c'est l'insertion dans l'ASEAN. Continuons. Le Vietnam est aussi un pays qui a une très forte attractivité pour les investissements étrangers. Et aujourd'hui, en fait, le premier investisseur, c'est la Corée du Sud. Puis après, il y a la Chine et en troisième lieu, il y a le Japon. Continuons. Voilà, aujourd'hui, si on le compare avec les autres pays de la zone, eh bien, le Vietnam est passé devant les Philippines et se rapproche beaucoup de l'Indonésie. C'est un pays qui a des caractéristiques un peu comparables. Selon les prévisions internationales, on pense que vers 2040, le Vietnam aura rattrapé le niveau actuel de la Chine. Voilà, continuons. Alors, le numéro 2, voilà. Quels sont les atouts? Un marché du travail efficace, une forte capacité d'innovation. Par exemple, une des clés, c'est que le Vietnam, sur le modèle des autres pays d'Extrême-Orient, a beaucoup investi dans la formation des ingénieurs et la formation technologique. Ça, c'est vraiment une des clés du développement, avec l'aide du capital étranger. Et vous voyez, en 2025, on prévoyait, selon Goldman Sachs, qu'il soit au 21e rang mondial. Il est au 29e aujourd'hui. Donc on n'est pas très loin. Voilà, quelques éléments sur le Vietnam. Alors, je vous ai donné un certain nombre de chiffres concernant la Côte d'Ivoire. En fait, si on regarde la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un pays d'Afrique qui suit un chemin qui pourrait être comparable à celui du Vietnam. La plus grande différence, c'est la plus petite taille de la population. Et ça, il faut bien dire que c'est un désavantage, d'où l'importance de faire comme le Vietnam, d'aller dans la voie de l'intégration régionale. Et c'est là qu'il y a le grand défi de la zone intercontinentale d'échange africaine. Voilà. Ça, c'est un grand défi pour la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire a quand même, c'est au sein de l'UEMOA, c'est le pays qui a la plus forte base industrielle. Ça, c'est quand même un atout formidable, avec un secteur principalement axé sur l'agriculture et une capacité de résistance aux chocs
de l'économie extérieure qui est largement supérieur à ceux de tous ses voisins, y compris le Nigeria, qui a pourtant un énorme marché intérieur, mais dont le niveau de vie par habitant est beaucoup plus faible que celui de la Côte d'Ivoire. Alors, une force de la Côte d'Ivoire, c'est sa stabilité monétaire. Et la stabilité monétaire est à mettre en liaison avec la faiblesse de l'inflation. On sait aussi que la Côte d'Ivoire, c'est un pays dont le déficit budgétaire, en comparaison de ses voisins, est beaucoup plus faible. Et donc, c'est un pays qui se rapproche de l'objectif de l'UMOA d'aller vers un déficit budgétaire de seulement 3%. C'est exceptionnel hein, en Afrique. Enfin, c'est un pays qui a un accès privilégié aux financements internationaux sur les marchés internationaux. Sa capacité d'endettement est la plus forte de toute la zone de l'Afrique occidentale. Voilà, c'est ce que je voulais évoquer avec vous pour, au fond, essayer de réfléchir à comment on pourrait... quelle voie pourrait être envisageable pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays allant vers une croissance soutenue en longue durée. Alors c'est là que je suis prêt à en discuter avec vous, parce que vous connaissez mieux la Côte d'Ivoire que moi. Mais mon impression, c'est que vous avez la chance d'être dans un pays qui peut relever le défi, voilà, qui peut s'engager dans la voie d'un développement soutenu. Je vous en prie. Je dois mentionner l'aspect. Déjà, à mon avis, je trouve que c'est assez. Merci beaucoup. Du coup, concernant le déficit de 3%, oui. À mon avis. C'est un objectif. Hein? Un objectif. Et justement, je trouve que selon moi, c'est. Étant donné qu'on a une population assez jeune, une population qui vieillit, une limite aussi au niveau des infrastructures, à la fois routières, oui. Eux-mêmes au niveau des infrastructures sanitaires aussi à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il n'est pas judicieux d'utiliser la capacité de l'État à emprunter sur les marchés financiers pour éventuellement investir dans ces infrastructures-là? Surtout que énormément d'économistes l'ont déjà prouvé, si la dette est utilisée à bon escient, il ne peut qu'y avoir de croissance en retour. Donc finalement, ça serait un avantage pour la Côte d'Ivoire de s'endetter alors. Alors, en fait, il y a deux choses différentes. Il y a la politique publique, la politique concernant les finances publiques, et puis il y a la capacité à attirer des capitaux étrangers susceptibles d'être investis dans le pays. Et donc il y a un équilibre à trouver. C'est la voie qu'ont choisi les Vietnamiens. Ils sont passés d'une économie dans laquelle l'État était totalement dominant à une économie dans laquelle l'État continue de tenir les commandes, mais avec une économie de plus en plus privée. Et je pense que c'est un des grands défis pour la Côte d'Ivoire. Nous discutions en fait de la question du financement des investissements dans un pays, la Côte d'Ivoire est en expansion démographique, donc elle a des besoins de plus en plus importants. Et l'un des étudiants me disait, mais c'est l'État qui doit, par son déficit accru, financer les investissements. Je lui disais, non, il faut prendre en compte le fait qu'on est intégré dans le marché international et que les efforts budgétaires pour réduire le déficit ont en fait un effet positif sur l'attractivité du pays aux yeux des investisseurs internationaux. Et c'est quand même ça, je crois, qui est la politique suivie par la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et justement aussi au niveau des investisseurs internationaux, au niveau de ces investisseurs-là, est-ce que c'est des investissements
de rentabilité dans le sens où on investit, on rapatrie immédiatement, ou est-ce que c'est vraiment des investissements qui ont un objectif de long terme? Donc, à la fois développer l'emploi sur place, à la fois former des personnes. Bien sûr, c'est une question fondamentale et c'est là que la stabilité des grands équilibres économiques en longue période est essentielle. On a bien vu le Vietnam, pourquoi est-ce qu'il attire des flux croissants d'investissements étrangers? C'est parce qu'il a connu une croissance régulière et maîtrisée de ses finances publiques et de ses comptes extérieurs. L'une des clés, ça a été de ne pas miser que sur l'industrie, mais de développer une agriculture qui soit exportatrice indépendamment de l'industrie. En fait, ils ont industrialisé leur agriculture, tout en montant dans la hiérarchie des chaînes de valeur, parce que on exporte des produits transformés, on les exporte à un prix bien supérieur à celui des produits bruts. Il me semble que c'est un des grands défis de la Côte d'Ivoire, justement, autour du cacao. Voilà, oui, justement, c'est pour ça que je soulignais effectivement l'apport de ces investisseurs-là. Est-ce que c'est vraiment des investissements, encore une fois, sur du long terme, ou si c'est vraiment des investissements? Quand même, si on regarde les pays de l'Asie du Sud-Est, on voit que grâce à leur intégration régionale et grâce à des politiques économiques visant le long terme, c'est-à-dire impliquant une planification du marché, eh bien, ils sont arrivés à générer des flux d'investissement étrangers réguliers. Ça signifie qu'il y a d'une part un réinvestissement dans le pays, et deuxièmement un afflux de nouveaux capitaux étrangers. C'est ça le défi pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais selon vous, est-ce que ça passe par une réglementation ou c'est au niveau des acteurs privés d'attirer ces investisseurs-là? Si je prends l'exemple du Vietnam, vous avez bien compris que c'est l'État qui a engagé le processus de privatisation, de passage au marché, mais l'État n'a pas perdu le contrôle de la politique économique. Ça, c'est fondamental. Et les économies de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, elles ont toutes eu ce schéma, c'est une intervention forte de l'État planificateur, ce qu'on appelle l'État stratège. Il n'est pas présent partout, mais il maîtrise la stratégie économique du pays. Et le sentiment que j'ai, c'est que c'est une des préoccupations des autorités ivoiriennes aujourd'hui, que de planifier le développement économique sans porter atteinte à l'initiative privée. Je vous passe peut-être la parole parce que... depuis le président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a choisi une économie libérale, bien que l'État soit le premier investisseur. L'État a créé même des sociétés d'État dans des secteurs, surtout de l'agriculture, pour produire et transformer. Par exemple, au début des années 70, la Côte d'Ivoire était autosuffisante en riz, parce que une société, la Suderi, société d'État chargée de la production de riz, avait pour mission d'aménager les bas-fonds et de produire du riz afin que nous soyons à cette indépendance alimentaire. Donc déjà, depuis les années 70, on était autosuffisant et la Côte d'Ivoire avait donc commencé à exporter le riz. Seulement que ces sociétés d'État avaient une gestion tout à fait approximative et puis avec les consignes du FMI au milieu des années 80, toutes ces sociétés ont été dissoutes. Alors même qu'il fallait
renforcer la gouvernance, entendu que les champs dans lesquels ces sociétés opéraient étaient des champs vraiment structurants. Par exemple, on avait la SODEPRA qui était chargée de la production animale. On avait également d'autres. Donc, vraiment dans le secteur agroalimentaire, la Côte d'Ivoire avait créé de nombreuses entreprises, la SODEPALM, Société de production de palmiers à huile, tout ceci pour faire de la Côte d'Ivoire la première économie que nous connaissons aujourd'hui. On avait la SATMASI qui encadrait les paysans dans la production du café et du cacao. Donc, en même temps, la Côte d'Ivoire encourageait l'investissement privé, tant au niveau local que l'investissement privé étranger. Aujourd'hui, nous avons un tissu d'opérateurs économiques importants, par exemple avec les Français. Nous avons près de 300 filiales d'entreprises françaises en Côte d'Ivoire pour près de 1000 entreprises réelles qui contribuent à près de 35-40% à l'assiette fiscale. Donc, effectivement, le modèle vietnamien, le modèle des dragons d'Afrique correspond très bien à ce que la Côte d'Ivoire fait. Il a même dit que, bon, au début des années 60, la Côte d'Ivoire était en avance sur la Corée du Sud. En 40 ans, la Corée du Sud est devenue une superpuissance économique. Donc, nous avons connu des moments de crise et avec la relance qu'a engagée le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui devenue une économie performante. Vous l'avez indiqué sur le tableau que vous avez indiqué là, avec un taux d'inflation tout à fait maîtrisé, environ 6%, 3% de taux d'inflation, avec une croissance constante sur plus de 10 ans, 15 ans aujourd'hui, estimée au moins en moyenne à 6-7%. Et donc, nous avons des fondamentaux qui, si les tendances continuent, devront pouvoir positionner la Côte d'Ivoire comme un pays à revenu intermédiaire. Bon. Donc, nous sommes bien partis. Nos défis, c'est la sécurité sous-régionale. Nos défis, c'est un taux démographique très fort, qui contrebalance le taux de croissance. Donc, on a ces défis de la sécurité, on a ce défi de la paix. Si ces défis-là sont contrôlés, sont maîtrisés, nous nous donnons encore de nombreuses années pour sortir. Vous avez parlé du cacao. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous sommes passés à un taux de transformation de moins de 15%, aujourd'hui à près de 40% de taux de transformation, avec un taux de broyage de fèves qui est passé aujourd'hui à 60%. Alors, donc, nous sommes sur la bonne voie de l'industrialisation. Nous sommes sur la bonne voie de la création de richesses partagées. Voilà, avec une forte tendance à une économie sociale, avec un libéralisme à visage humain. C'est vraiment sur quoi le président Ouattara travaille, voilà, pour vraiment équilibrer et faire un partage tout à fait rationnel des ressources et des revenus. Voilà, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions parmi les étudiants? Nous avons encore une dizaine. Ah bon. Il y a une chose sur quoi je m'interroge, c'est la formation des personnels techniques. Parce qu'une des clés du succès des pays d'Asie du Sud-Est, c'est un très fort investissement dans la formation des ingénieurs, des techniciens, pas seulement des ingénieurs, des techniciens opérationnels sur le terrain. Alors, est-ce que ça, c'est un des axes du développement de la Côte d'Ivoire? Vous avez, là, je suis sorti tout à l'heure pour parler au ministre de l'enseignement technique. Le ministre de l'enseignement technique qui a été un des plus grands directeurs de l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il a été le directeur général de l'Institut de la statistique.
Et aujourd'hui, il est le ministre de l'enseignement technique et de l'apprentissage. Et naturellement, son objectif et la mission qui lui a été confiée, c'est effectivement de former des techniciens et des apprentis opérationnels. Dans les années 70-80, la Côte d'Ivoire avait mis un accent très fort sur l'enseignement technique et professionnel. Moi, je suis passé par le lycée technique d'Abidjan. J'ai fait un bac économique avant d'entrer à la faculté de lettres parce que, bon, ma tendance pour la littérature était très forte. Mais dans les années 70-80, il y avait un slogan que le président Faure-Boigny avait promis, disait que l'avenir appartient à la science et à la technique. Ce qui faisait que ces années-là, de nombreux lycées et centres techniques avaient été ouverts sur l'ensemble du pays. Cette politique n'a pas été suivie après son départ, après son décès, mais aujourd'hui, le président Ouattara a repris cette option avec la réhabilitation des lycées techniques et professionnels, la création de nombreux centres techniques et en relation avec les chambres des métiers, la chambre de commerce et le groupement de patronat, des curricula ont été identifiés, surtout pour lier la formation à l'emploi, pour développer une plus forte employabilité des jeunes. Donc, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, met un accent très fort sur le côté professionnel, la formation, et même dans les écoles, depuis le primaire, les écoliers, les élèves sont familiarisés au travail manuel et à l'apprentissage. Tout ceci pour que la problématique de la transformation de notre économie, la formation des techniciens, des supérieurs, des agents de maîtrise qui ont une bonne maîtrise de l'outil technique soit vraiment la solution. Et c'est à cela que la Côte d'Ivoire travaille aujourd'hui. Et nous avons développé, comme sur le modèle français, l'école de la deuxième chance. Hein, l'école de la deuxième chance qui consiste vraiment à identifier des secteurs où des jeunes qui sont sortis de l'école peuvent être réengagés. Et ce sont des choses qui marchent très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question que vous souhaiteriez aborder? Seulement, Votre Excellence, dans un contexte de réchauffement climatique, où si nous nous orientons vers le secteur agricole, nous savons qu'il y a toute une stratégie à déployer pour être compétitif sur le marché à la fois national et international. Alors, comment envisagez-vous une transformation positive de notre économie locale dans un contexte de réchauffement climatique? Merci. Pour ma part, je n'ai pas de solution miracle à vous proposer. Hein. Je crois que personne n'a de solution miracle. Mais il me semble que une des clés, c'est de s'appuyer sur le savoir-faire local pour développer des filières de production adaptées au pays. Et ça rejoint une des questions que je voulais évoquer avec vous, qui est la question de comment favoriser une innovation endogène dans le pays, plutôt que d'être obligé d'importer de la technologie étrangère. Je pense par exemple à l'Indonésie. Quand l'Indonésie a voulu construire l'aéroport de Jakarta, les Indonésiens ont fait appel à des procédés traditionnels qu'ils ont intégrés dans le process de construction qui leur était proposé par les grands groupes étrangers. Et il s'est avéré que l'emploi
de technologies traditionnelles du pays adaptées à de nouveaux matériaux, eh bien, permettait de réaliser à des coûts inférieurs le grand projet de l'aéroport. Alors c'est un peu ça. Comment créer une innovation endogène? Oui, merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Pour répondre à la préoccupation de l'étudiant, en tenant compte du changement climatique et des objectifs du millénaire dans le cadre de la lutte contre la déforestation et l'occupation illégale des forêts classées, c'est une des problématiques à laquelle la Côte d'Ivoire est confrontée. Et l'Union européenne menace le cacao ivoirien en raison de certaines restrictions. Et la Côte d'Ivoire, effectivement, son couvert végétal a été réduit de 70-80%, environ en 40 ans, 50 ans. Et donc, nous avons à cœur de préserver notre couvert végétal et même de produire de la forêt. Nous avons une société de forestation, la SODEFOR, Société des forêts, qui a pour objectif de protéger les forêts classées, de protéger le couvert végétal et de produire de la forêt. Et dans le secteur agricole, la Côte d'Ivoire a développé aujourd'hui une nouvelle technologie, une nouvelle technique de culture, ce que nous appelons l'agroforesterie. Un slogan a été promu qui est qu'on peut cultiver le cacao, le café et toutes les autres cultures sans forcément déboiser, déforester. C'est le slogan, le cacao ami de la forêt. Et le CNRA, qui est le Centre national de recherche agronomique, a fait des expériences qui ont très bien marché et qui sont aujourd'hui en train d'être étendues à la majorité des planteurs. C'est de cultiver le cacao en proximité, en relation avec les autres arbres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cacao pousse sous d'autres arbres, le cacao pousse à côté d'autres arbres, et il n'est pas nécessaire de déforester, de caper totalement la forêt. On garde des périmètres couverts à l'intérieur des plantations, et il a été démontré que le cacao qui pousse en forêt à proximité d'autres arbres produit plus en raison de la fraîcheur. Le cacao fait deux cultures, une récolte haute, la grande récolte, et puis une récolte moyenne. Mais il est aujourd'hui démontré que le cacao qui pousse à proximité d'autres arbres, sans être déforesté forcément, produit toute l'année. Donc il y a une plus forte productivité avec le cacao qui pousse dans la forêt, qui est entretenu comme un arbre, comme les autres arbres, que les autres arbres ne sont pas les ennemis. Ce que la technique culturelle que nos pays ont développée sont héritées de la colonisation, avec ces grandes plantations coloniales qui sont faites avec la main-d'œuvre forcée, avec, quand on est entré en indépendance avec de grosses machines. Donc c'est une culture que nous avons héritée de la colonisation. Mais nous avons vu les limites, et aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre la déforestation et la désertification, nos pays, la Côte d'Ivoire principalement, a mis en place une nouvelle technique culturelle qui est l'agroforesterie, qui consiste à ne pas forcément décaper, déforester, mais on peut planter le palmier à huile, on peut planter le VA en relation avec d'autres arbres. Cela est fait. Maintenant, pour revenir à votre question, vous avez dit, ça m'a échappé tout l'innovation. Oui, l'innovation, effectivement. La Côte d'Ivoire a plusieurs centres d'innovation et de production de machines agricoles.
voilà, adaptées à nos exigences, à nos préoccupations. Ces machines-là, aujourd'hui, peuvent décortiquer le riz, peuvent décortiquer le maïs, peuvent décortiquer l'anacarde, ce qui se faisait de façon manuelle. Donc, ces machines donc, vont réduire la pénibilité du travail et la dangerosité parfois de certaines manipulations. Donc, nous avons un centre de production technologique et l'Institut national Félix Houphouët-Boigny également travaille avec des ingénieurs de haut niveau à l'innovation technologique, à la production d'engins adaptés à nos cultures, parce que quand on importe les tracteurs, nos terres n'ont pas la même texture que les terres asiatiques ou les terres européennes. Ce sont des terres assez souples, assez molles. Nous avons des terres argileuses, des terres graveleuses. Donc, on a besoin de machines adaptées à nos terres. Nous avons des terres qui sont traversées par des ronces, par des racines. Et ce n'est pas les mêmes choses comme les terres en Europe qui ont été décapées, retournées depuis des années. Or, nous, ce sont vraiment des forêts qui n'ont pas encore été cultivées, qui n'ont pas encore été traitées, où on déploie des tracteurs, bon, les lames se cassent, tout ça, ça se brise en quelques mois. Donc, ce sont des investissements qui ne sont pas forcément rentables. Donc, il nous faut produire des machines adaptées à notre environnement, adaptées à nos sols, qui sont des sols assez difficiles. Donc, voilà des problématiques sur lesquelles nos centres de recherche travaillent et des entreprises qui font de l'innovation travaillent. Donc, il y a une production d'outils mécanisés localement qui répondent à nos problématiques. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on se retrouve cet après-midi pour les grands exposés de cet après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les jeunes gens. Merci beaucoup.